Alors, ce matin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus témoigner et on a reçu à midi, et on vous en remercie énormément, de témoignages très laudatifs et très positifs sur ce qu'on fait, donc ça nous fait plaisir. On va recommencer exactement cet après-midi, donc nous sommes toujours sur la même séquence, prolongation, ils osent, parce qu'il faut savoir que, là c'est le directeur du casting qui vous parle, que le nombre de demandes d'intervention pour ils osent pleut littéralement, et effectivement, comme vous disait Aude, dans 95% des cas, je dis certes. Ce qui est ma façon à moi extrêmement polie de dire non. Mais dans 5% des cas, je dis quand même oui avec enthousiasme, et notamment pour le premier qui va nous rejoindre. Il s'appelle Denis Jacquet, c'est le fondateur de Parrainer la croissance, et il est par ailleurs entrepreneur, et il va venir nous parler de la réconciliation nécessaire et du fait de mettre au centre de certaines de nos préoccupations les seniors, parce qu'évidemment, il faut bien évidemment exhorter la jeunesse à prendre tout le pouvoir, mais il ne faut surtout pas que ce soit au détriment des seniors et qu'on passe de la lutte des classes à la lutte des places. Denis Jacquet. Ah non, on n'est pas obligé de se vous voyer. C'est un truc terriblement hypocrite où on se tutoyait une minute avant et on se vous voit sur scène. Ça, non, c'est le théâtre des apparences françaises. À Osons la France, on va éviter. En revanche, il faut parler bien dans le micro parce que effectivement, on est happé par un lieu immémorial, mais du coup, l'acoustique, c'est plus compliqué, donc il faut bien parler près si vous voulez qu'on vous entende. Alors, cher Denis, oui. Comment est-ce qu'on peut oser faire rimer croissance, avenir et senior? En poésie ou en métrique, c'est impossible, mais en économie, il semblerait que ce soit jouable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis c'est surtout nécessaire. Ah. C'est surtout nécessaire. Écoutez, je suis ravi d'être là. C'est vrai que ça résonne d'ici aussi. Vous entendez là, ça va? J'ai la terrible charge d'essayer de ne pas vous endormir après le repas. Alors c'est vraiment cette lutte contre la somnolence digestive étant extrêmement intense, donc je vais essayer de parler très fort, d'être à peu près drôle sur un sujet qui l'est moins, et d'essayer de vous exalter sur un sujet qui, a priori jusqu'ici, dans lequel on prêchait un peu comme dans un désert ou comme dans un grand hall de CCI lyonnaise, bon, qui n'est pas désert aujourd'hui, et on s'en doutait bien, et causons la France. Alors, écoutez, moi je suis entrepreneur d'abord. C'est presque une habitude ce matin, donc ça n'excite plus personne finalement, mais il y a 3 ans, en rentrant en France, effectivement, on a décidé surtout de regrouper les entrepreneurs pour qu'ils soient un petit peu moins timides, qu'ils décident de prendre les choses en main, de se prendre eux en main et d'essayer de prendre un peu la société en main. Et ça me paraît déjà indispensable parce que l'entrepreneur, c'est pas un saint, c'est pas un dieu, mais simplement, c'est quand même un mécanisme assez intéressant dans une société. Il a un impact phénoménal, sauf qu'il y a 2 personnes qui ne le savent pas au monde, lui et les politiques. Tout le monde s'en tape, sauf quand il y a une crise et que tout à coup on se dit mais au fait, ces créateurs d'emplois, là, il serait temps peut-être de les réveiller. On s'en est absolument pas soucié, on les a foulés du pied pendant 30 ans et il serait temps de les réveiller un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où les entrepreneurs deviennent des animaux à plumes, comme ce que j'imagine vous avez entendu un peu parler des pigeons. Les pigeons, ça vous a parlé cet hiver? Donc on a fait les pigeons pendant l'hiver, mais quand est venu le temps de construire, on a su aussi venir et construire les assises de l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai un gros doute. Alors, si vous voulez m'aider à être interactif et pas vous endormir, qui a entendu parler des assises de l'entrepreneuriat? Ah oui, ça va, c'est quand même à peu près correct. Donc, pendant les assises, pendant 4 mois, on était 9 chefs de file à essayer à la fois de tricoter une espèce de société différente pour les entrepreneurs et de détricoter ce qui avait été fiscalement fait par un gouvernement éclairé pendant l'hiver. Et donc, de vous redonner à vous, si vous êtes entrepreneur et entrepreneuse dans la salle, la capacité de se dire que si vous travaillez pendant 25 ans dans votre boîte comme un galérien, vous puissiez au moins ne pas être imposé à 62%. Donc je vous demande de me remercier profondément. Non, je plaisante. J'étais pas en charge de la fiscalité, donc j'ai aucun mérite. C'était Marie Eklund et Michel Tally. Alors moi, je voudrais vous parler un petit peu d'intergénérationnel. Donc j'ai dit à Nicolas qu'il pouvait faire sa pause digestive pendant 5 minutes et puis après il pouvait m'en bombarder ou nous bombarder de questions. Nicolas est derrière, je m'appelle Vincent. Vincent. Mais toutes les pauses digestives sont bonnes à prendre. C'était juste pour voir si tu dormais pas. Non, je dors pas, ça va. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Quelques éléments. D'abord, je trouve que les pays dits émergés, dits civilisés deviennent vieux. Est-ce qu'on doit s'en plaindre? Moi je dis... J'ai fait de la causion. Alors d'ailleurs, un monsieur venait me voir tout de suite en me disant que j'avais fait pratiquement le même thème la semaine dernière, mais en anglais à Strasbourg. Je lui ai dit, vous allez retrouver un petit peu le même fil conducteur. Mais je vais dire, la semaine dernière, so what? Qu'est-ce qu'on s'en fiche que la société vieillisse aujourd'hui? Le problème n'est pas qu'elle vieillisse.
Le problème est qu'elle considère qu'on vieillit de plus en plus jeune et qu'on doit mettre à l'écart cette population qui devient majoritaire dans tous nos pays développés. Et ça, on doit être consterné par cette chose-là. Donc, si je fais un deuxième sondage pour juste être sûr que depuis la dépression de tout à l'heure, vous n'êtes pas endormis, qui a plus de 45 ans dans cette salle? Soyez pas timides, mesdames. Hein. Bien. Donc, selon mes calculs rapides, il y a effectivement 69,4% d'entre vous qui ont plus de 45 ans. Il compte très vite. Je compte très vite. J'ai fait le Rainmine, le casino et tout, je compte les cartes. Pourquoi je vous cite ce chiffre de 45 ans? Il y a une législation en France qui vous indique qu'à partir de 45 ans dans ce pays, vous êtes un senior. À 45 ans, vous êtes un senior ou une senior dans ce pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous et moi compris, on devrait venir avec un déambulatoire. On est vieux. À 45 ans, on est vieux. C'est-à-dire que pour la première fois, chaque jour où on va vivre pratiquement à 45 ans, la moitié de notre vie reste à venir, nous sommes seniors. Donc ça, c'est juste le premier élément de ce que je considère comme lamentable. L'autre chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que la France, dans les années 70, avait 26 ans de moyen âge. Elle en a à peu près 42-43 aujourd'hui. Elle en aura 55-57 en 2030. Et en 2050, quand je ne serai plus de ce monde, elle en aura effectivement environ 63 ou 65. Ça veut dire que l'immensité de la population de nos pays développés aura plus de 65 ans. Et on est en train de nous expliquer que cette population-là n'a pas le droit de participer à la construction de la société de demain. On nous explique tous les jours que la seule focalisation doit être sur les jeunes. C'est une stupidité monumentale. Non pas de se focaliser sur les jeunes, d'oublier l'autre pendant qu'ils sont les seniors. Et c'est ça, une société, ce n'est pas une société qui se bâtit sur une classe d'âge, c'est une société qui vit ensemble. Et donc si on ne sait pas rallier les générations, on a juste raté quelque chose qui causera la perte de la société. Vous voyez, vous avez la post-digestion plus la perte de la société, on est en plein optimisme, mais je vais venir quand même à des choses plus positives. Donc je pense que l'Europe et les pays émergés deviennent stupides. On est stupide parce que pour la première fois depuis la nuit des temps, on considère que quelqu'un qui est plus âgé est quelqu'un à écarter. On considère que malgré les progrès technologiques, le fait qu'on vive de plus en plus vieux et de mieux en mieux, on doit écarter cette population de la société pour faire place à des jeunes qui eux-mêmes, assez bizarrement, sont effectivement à 24% de chômage pour une très forte partie de leur classe d'âge. Donc ça signifie qu'on a juste oublié une chose, c'est que tous les pays du monde, et ça c'est pour commencer à vous rassurer et venir vers quelque chose de plus positif, tous les pays du monde qui ont un taux d'emploi des seniors élevé ont de façon extrêmement proportionnelle un taux d'emploi des jeunes extrêmement fort. Donc cette espèce de mythe débile qui consiste à dire que garder un senior dans une entreprise bouche le passage à un jeune est juste totalement stupide. Et par qui est-il édicté? Par des gens qui les virent aujourd'hui à partir de 55 ans, qui en général en ont plus de 65. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part, à la tête de nos pays et de nos entreprises, des gens qui à 65 pensent qu'à part eux, tous les gens de plus de 55 ans sont des gens à jeter sur le bord de la route. Donc aujourd'hui, j'allais dire, on risque de vivre un enfer. Et ça me désespère assez énormément, parce que d'abord, passé 45 ans, je suis donc senior, donc je me préoccupe de moi. Un égoïsme, la charité bien ordonnée commence par soi-même, vous le savez. Donc ce qui m'intéresse et qu'on voit aujourd'hui, et j'arrêterai là les choses négatives, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes brillants, et on le voit dans les sondages tous les jours, et même une députée PS hier nous le rappelait, plus de 25% des jeunes diplômés brillants de ce pays partent avec un très faible espoir de retour. Restent sur le marché, ce n'est pas arrogant ni méprisant de ma part, mais restent ceux qui ont le moins de capacité d'adaptation. Et de l'autre côté, on garde aujourd'hui une population senior qu'on laisse sur le bord de la route. Le nombre de pauvres augmente numériquement dans le monde et une quantité de riches qui n'a jamais été aussi importante. Le problème du contraste riche-pauvre, c'est qu'au bout d'un moment, soit ça devient une source d'illumination, d'inspiration à dire « je veux faire comme eux », mais au bout d'un moment, quand il reste qu'eux et la rareté, ça devient des cibles. Et qu'à un moment, ces deux populations vont s'affronter, que c'est nos modèles de société occidentale qui vont totalement s'écrouler. Donc mon pari, c'est qu'à 20 ou 25 ans, si on ne fait rien sur l'intergénérationnel aujourd'hui, nous n'aurons plus notre société d'aujourd'hui. Ça sera fini. D'accord ? Ça sera détruit, brûlé, il y aura une révolution entre les deux, mais il se passera un cataclysme extrêmement fort. Ça va toujours ? C'est sympa hein, comme début d'après-midi. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ose. Et grâce à
grâce à ce phénomène. Moi, je trouve, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Osons la France, je trouve que c'est un concept génial, mais c'est surtout le terme qui est fantastique. En France, on râle, on s'indigne, on rouspète, mais qui ose? Il faut qu'on arrête, nous, entrepreneurs, de dire il n'y a que nous, tout le monde peut oser. Hein. La semaine dernière, j'ai emmené une douzaine d'entrepreneurs voir Nicolas Sarkozy pour voir un peu dans quel état était la bête un an après l'élection. Bon. La bête est toujours vivace, extrêmement vivace, bavarde, toujours aussi bavarde, elle écoute toujours aussi peu, mais une énergie absolument un truc. Et le type nous dit, enfin je le fais très mal, excusez-moi, et puis il a une barbe de 2 jours que je ne sais pas imiter, mais il nous dit une chose, mais alors évidemment on commence par, oui parce que les entrepreneurs ne nous aiment pas, oh, l'administration nous embête, oh, les gouvernements, les politiques ils ne comprennent rien, mais ils disent, écoutez, non ça c'est Chirac, pardon, il nous dit mais écoutez, mais prenez-vous en main les entrepreneurs. Vous commencez les pigeons, à peine à commencer, vous arrêtez. Allez vous faire voir. Si vous n'êtes pas capable d'aller au bout de vos idées, ben rentrez chez vous. Rentrez dans le pigeonnier. Bon. Ensuite, vous râlez, vous vous plaignez des politiques. Quels sont ceux parmi vous qui sont engagés politiques? Quels sont ceux qui ont essayé de prendre des responsabilités au niveau local, au niveau régional, au niveau général? Personne? Vous plaignez pas. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le vous-même. Et je pense que c'est une très bonne leçon. Osons, c'est prenons-nous en main. Arrêtons d'être si franco-français et de râler et faisons les choses, bâtissons la société qu'on a envie de bâtir. Et là, je prépare un petit peu le témoin pour Nicolas qui va passer juste derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? En quelques mots. Bon. Donc, pour moi, aujourd'hui, une société, ça se bâtit sur 2 piliers. Vincent, et non Nicolas, et moi-même sommes sur 2 jambes. Une société, ça marche sur deux jambes également. Et ces 2 jambes, c'est la jeunesse et les seniors. Parce que ces 2 jambes, ces 2 piliers, sur ces piliers, vous bâtissez une passerelle et cette passerelle, elle embarque toute la société. Et c'est ça qui est important. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, voilà, il y a une seule cause, il y en a pas, j'en vois pas beaucoup d'autres, enfin vous me direz, hein, vous pourrez me contredire, vous avez le droit. Mais c'est moi qui ai le micro en même temps, donc je parlerai plus fort que vous. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est que on a aujourd'hui une cause qui est l'intergénérationnel qui peut servir à la fois la société et l'économie. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on s'est dit, de quoi meurent les PME aujourd'hui dans ce pays? Et la plupart du temps, elles meurent de faute de compétences, faute d'expérience, faute d'être entourées des gens qui n'ont pas les moyens d'embaucher. Moi, j'ai fait une grande école, jamais à aucun moment j'ai eu l'idée d'aller bosser dans une PME, jamais. Aucun diplômé de grande école ne pense à ça. Donc nous, on a dit, c'est très simple, on va apprendre aux seniors et aux jeunes à travailler ensemble, à créer ensemble, à bâtir l'avenir ensemble et à créer de la richesse ensemble. Et on a ouvert il y a 6 mois ce qu'on appelle un accélérateur de croissance. C'est un incubateur, un lieu physique de 700 mètres carrés à Paris, dans lequel on a demandé aux grands groupes de nous déléguer toutes les fonctions support qu'une petite boîte ne peut pas s'offrir. DRH, DAF, commercial, juridique, comptable, marketing. On a pris les meilleures startups qu'on trouvait sur le marché et on les fait bosser ensemble tous les jours. L'objectif, c'est quoi? C'est pas que le senior serve de passe-plat et qu'on extrait la dernière goutte du citron et qu'on le jette. C'est qu'ils se disent que sa deuxième vie professionnelle, elle se fera dans ces PME et qu'il apprenne à vivre avec elles. Et que de l'autre côté, ces PME, elles apprennent à vivre avec des gens, alors qu'ils ont 25 ans, qui ont le double de leur âge et de s'apercevoir que c'est grâce à eux qu'ils vont réussir. Et que la conjugaison de l'énergie et de l'expérience va bâtir à la fois une société nouvelle et une richesse économique qui est juste insondable. Et que si on sait faire ça, au-delà de notre petit truc de 700 mètres carrés, dans toutes les villes de France, dans toutes les villes des pays développés aujourd'hui, on va, nous, entrepreneurs, sociétés civiles, grands groupes et demain politiques qui embrayeront le pas, construire une société extrêmement différente. Donc, on va essayer d'ouvrir à Lyon, on va essayer d'ouvrir à Nantes, on va essayer d'ouvrir à Lille, à Strasbourg. Donc, toutes les bonnes volontés qui sont là sont les bienvenues pour bâtir ce système. Emparez-vous de ce système et surtout, je conclurai, enfin, par un truc je préparais mes petites notes, vous voyez, c'est mon discours d'aujourd'hui, hein, donc le fruit d'une mûre préparation de 5 minutes tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que Coluche disait, vous vous souvenez, vous avez votre avenir devant vous, mais vous l'aurez dans le dos à chaque fois que vous retournez. Là, c'est l'inverse. Les seniors peuvent penser qu'ils ont leur avenir dans leur dos, mais aujourd'hui, si on se retourne tous ensemble, on l'aura tous ensemble devant nous si on le souhaite. Donc c'est ça l'objectif de l'intergénérationnel. Et j'espère que vous, les 63,4% de plus de 45 ans, vous ne l'oublierez pas une seule seconde après cet après-midi. Merci. Juste une question. Il faut que je fasse gaffe sur le timing parce qu'on a commencé un peu en retard.
Alors juste pour en rajouter dans les chiffres, parce que moi c'est un sujet que j'aime bien, je crois que quand on a passé 45 ans, ce qui est mon cas, hein, mais merci L'Oréal, on a 7 fois moins de chances de retrouver un boulot. Donc ça c'est le côté un peu déprimant. En revanche, tutoring ou mentoring des seniors vers les juniors est une pratique en explosion. Il y a aujourd'hui un certain nombre de boîtes qui le font. Puisque vous avez dit du bien de l'Hérostrate de l'Élysée, là, qui était là jusqu'en 2012, le nouveau, il a quand même tenté une mesure emblématique, enfin, du moins, elle l'était pendant sa campagne, c'est le contrat de génération, qui est de dire pour les boîtes, si vous gardez un senior, je prends un jeune. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal pour une vision bien manichéenne Je du suis monde. normand, donc je vais vous dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non. En fait, il y a deux réponses. C'est ce qu'on m'a appris dans les formations grands orales, il faut toujours avoir une réponse, pas une autre. Alors, en fait, sur le premier aspect de la question, il y a un truc que moi, j'aime pas, c'est le tutorat. C'est-à-dire que pour moi, le tutorat, c'est quelqu'un qui transmet et qui disparaît. Moi, ce qui m'intéresse, c'est il transmet, mais il reste. Et ça me paraît une notion beaucoup plus forte, même si le tutorat n'est pas une notion du tout inutile ni inintéressante. Mais ça ne peut pas être la solution d'avenir, hein, parce qu'elle est temporaire. La deuxième chose, c'est que pour faire du tutorat, il faut avoir quelque chose à transmettre. Donc, il faut être pédagogue, il faut avoir un envie, il faut l'avoir organisé, ce n'est pas donné à tout le monde. Le contrat de génération, c'est un très beau nom. C'est-à-dire que ce qu'on se disait, vous savez, pour ceux qui ont fait du bâtiment, au bout d'un moment, les constructions étaient tellement minables qu'on disait que les cloisons étaient porteuses. Bah, la politique, c'est un peu la même chose. Maintenant, les mots ont remplacé les idées, les mots sont porteurs. Ils veulent donner l'impression qu'il y a quelque chose. Donc le mot est magnifique, le concept est génial, la mesure qui l'accompagne est juste bidon et n'apportera rien. On lui a dit en face à face, donc, et en privé, il reconnaît que ça servira à rien, mais le mot est lâché. Et ça, c'est important. Les mots ont un pouvoir. C'est-à-dire que le mot va pouvoir polliniser dans les pratiques, Exactement. en tout cas, même si derrière, en fait, ce sera comme d'habitude un effet d'aubaine et on s'en fout. Là, ça construit rien, le contrat de génération dans les entreprises, mais par contre, le mot est lâché et les gens commencent à s'en préoccuper. Et ça, c'est important. Donc ça, on peut le remercier au moins pour ça. Alors, juste un petit mot avant de finir. Dans le titre de votre intervention, il y avait il ose faire rimer croissance, avenir et senior. Il y a souvent toujours, on parlait justement de la déconstruction des images archétypales, on dit toujours que les vieux coûtent plus cher et que c'est pour ça qu'on ne les garde pas. Est-ce que vous pourriez nous faire un plaidoyer pro-senior en expliquant pourquoi en réalité ils ne coûtent pas forcément plus cher et pourquoi en tout cas c'est justifié économiquement? Là aussi, il y a deux réponses. Pour une petite boîte qui a moins de 10 personnes et qui voit débarquer un cadre avec 35 ans de GDF Suez et qui coûte 15 000 € par mois, il crie parce que rien que ça, il les cherche tous les mois et il ne les trouve pas. Donc, c'est impossible. Donc, ce qui veut dire qu'il faut préparer deux choses. Comment les grands groupes vont aider les PME à intégrer progressivement, c'est-à-dire les former, les accompagner, prendre une partie du salaire, puis de moins en moins, et puis de moins en moins. Bon, jusqu'à un moment où, de toute façon, en plus, les seniors arrivent à l'âge de la retraite, à 62 ans, admettons peut-être un peu plus tard maintenant. Et là, progressivement, la PME va pouvoir prendre le relais. Et pourquoi ça ne lui coûtera pas cher? Parce qu'elle aura tellement gagné en croissance, et nous on le voit après 7 mois d'expérience, elle va tellement gagner d'argent, elle va tellement croître, elle va tellement grossir qu'elle aura les moyens à ce moment-là de payer ce senior. Puis comme il y a eu le cumul emploi-retraite, il peut accepter effectivement d'être payé peut-être que 4 ou 5 000 €, mais il a en plus sa retraite et il a un revenu qui est tout à fait convenable. Donc il y a des solutions à trouver de transfert provisoire pour aider à cet amorçage, et puis ensuite en période de croissance, normalement ça doit se lisser. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup. Merci. Merci.